C'est l'affaire qui a choqué la France. Une épouse découvre que son mari menait une double vie avec 3 familles. Ganchot initial. En 1994, un accident de voiture banal sur l'autoroute A6, près de Lyon, allait déclencher l'une des révélations les plus stupéfiantes de l'histoire judiciaire française. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé un homme inconscient au volant de sa Peugeot 505. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce moment précis où 3 femmes différentes se présentent aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, chacune affirmant être l'épouse légitime du blessé. Catherine Fontaine, arrivée la première depuis Lyon, tenait fermement la main de son fils Julien. Sophie Mercier, venue de Marseille avec ses 2 enfants, insistait auprès des infirmières qu'elle était la femme de Michel. Et Élise Lambert, débarquée de Nantes en pleine panique, brandissait des documents prouvant son mariage. 3 épouses, 3 foyers. 3 vies complètes, construites autour d'un seul homme, qui pendant plus de 20 ans avait réussi l'impossible. Comment un représentant commercial ordinaire avait-il pu orchestrer une telle imposture? Et surtout, comment avait-il maintenu ce mensonge pendant plus de 2 décennies, sans que personne ne découvre la vérité? Première CTA. Avant de continuer avec cette histoire sidérante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Contextualisation. Lyon, au début des années 70, était une ville en pleine transformation. La construction du métro venait de commencer. Le quartier de la Part-Dieu se modernisait et l'économie régionale connaissait une période de croissance remarquable. C'est dans ce contexte dynamique que Michel Fontaine, alors âgé de 23 ans, travaillait comme représentant commercial pour une entreprise de textiles industriels basée dans le 3e arrondissement. Grand, les cheveux bruns toujours impeccablement coiffés, Michel possédait ce charme naturel et cette aisance verbale qui font les bons vendeurs. Son territoire commercial couvrait toute la moitié sud de la France, de Lyon jusqu'à Marseille, en passant par Nantes et Bordeaux. Catherine Garnier, elle, enseignait les mathématiques au lycée du Parc, l'un des établissements les plus prestigieux de Lyon. Née en 1952 dans une famille bourgeoise du 6e arrondissement, elle incarnait la rigueur et la méthode. Ses élèves la respectaient pour sa clarté d'esprit et sa patience infinie face aux problèmes les plus complexes. À 21 ans, elle cherchait la stabilité que lui avait toujours offerte son milieu familial. Ses parents, propriétaires d'une pharmacie rue de la République, voyaient en Michel un jeune homme prometteur, travailleur et ambitieux. Leur rencontre avait eu lieu en 1972 lors d'une exposition industrielle au Palais des Congrès. Michel y représentait son entreprise, Catherine accompagnait son père qui cherchait de nouveaux fournisseurs pour certains équipements de sa pharmacie. La conversation avait été facile, naturelle. Michel racontait ses voyages à travers la France avec un enthousiasme contagieux, peignant des tableaux vivants de Marseille, de Nantes, de toutes ces villes qu'il visitait régulièrement. Pour Catherine, qui n'avait jamais quitté Lyon plus de quelques jours, ces récits ouvraient une fenêtre sur un monde plus vaste. Ils se sont mariés le 15 juin 1973 à la mairie du 6e arrondissement, suivi d'une réception modeste mais élégante dans un restaurant des quais du Rhône. Une centaine d'invités, principalement la famille de Catherine et quelques collègues de Michel. Le jeune marié expliquait l'absence de sa propre famille par une brouille ancienne, un sujet douloureux qu'il préférait ne pas aborder. Catherine, touchée par cette vulnérabilité apparente, n'avait pas insisté. Le couple s'est installé dans un appartement de 3 pièces rue Garibaldi, non loin du lycée où enseignait Catherine. La vie s'organisait autour d'une routine prévisible. Michel partait le lundi matin, parfois dès l'aube, sa voiture chargée d'échantillons et de catalogues. Il rentrait le jeudi soir ou le vendredi, épuisé mais toujours de bonne humeur, racontant ses visites chez les clients, les négociations difficiles, les longs trajets sur les routes nationales. Catherine corrigeait ses copies, préparait ses cours, entretenait l'appartement. Les week-ends, ils les passaient ensemble, parfois chez les parents de Catherine,
parfois en promenade dans le vieux Lyon ou au parc de la Tête d'Or. En 1975, la naissance de Julien a apporté une nouvelle dimension à leur existence. Michel semblait être un père attentif, même si ses absences professionnelles limitaient le temps qu'il pouvait consacrer à son fils. Mais chaque retour était marqué par des cadeaux, des histoires à raconter, des moments de jeu intenses qui compensaient, semblait-il, les jours d'absence. Catherine ne se plaignait jamais. Elle connaissait les exigences du métier de son mari. D'ailleurs, ses revenus réguliers permettaient à la famille de vivre confortablement, même si Catherine continuait à travailler par choix personnel. Ce que Catherine ignorait totalement, c'est que pendant ces années apparemment ordinaires, Michel construisait méthodiquement une seconde existence. Ses voyages professionnels n'étaient pas seulement des tournées commerciales, ils représentaient les fondations d'une architecture de mensonges d'une complexité stupéfiante. Marseille, 1978. La cité phocéenne connaissait alors les dernières années de son industrie portuaire traditionnelle. Dans le quartier de la Belle de Mai, Sophie Mercier, jeune infirmière de 20 ans, travaillait à l'hôpital de la Conception. Fille d'un docker et d'une couturière, elle avait grandi dans les quartiers populaires, loin du confort bourgeois du 6e arrondissement lyonnais. Brune aux yeux noisettes, elle possédait cette vivacité marseillaise, cette chaleur méditerranéenne qui contrastait avec la réserve de Catherine. Michel l'avait rencontrée lors d'une visite commerciale dans un hôpital de la ville. Une conversation anodine à la cafétéria, un café partagé, puis un dîner. Il s'était présenté comme célibataire, représentant commercial basé à Lyon, mais souvent en déplacement dans le sud. Leur relation s'était développée lentement, au rythme des passages réguliers de Michel à Marseille. 2, parfois 3 jours par mois. Sophie ne trouvait rien d'anormal à ce rythme. Beaucoup de ses amis fréquentaient des marins, des camionneurs, des hommes dont le travail imposait de longues absences. Le desaparecimiento, la construction des vies parallèles. L'année 1980 marque un tournant décisif dans la mécanique de la double vie de Michel Fontaine. Le 3 mars de cette année-là, très précisément, il épouse Sophie Mercier à la mairie du 1er arrondissement de Marseille. Pas de grande cérémonie, une dizaine d'invités seulement, la famille proche de Sophie. Michel justifie l'absence de sa propre famille par les mêmes raisons qu'il avait invoquées 7 ans plus tôt à Lyon. Une histoire rodée, parfaitement crédible. La logistique de cette double existence repose sur une organisation millimétrée. Michel a loué un petit appartement à Marseille, dans le quartier de Saint-Barnabé, sous prétexte d'avoir un pied-à-terre professionnel dans la ville. Pour Sophie, cet appartement devient leur foyer conjugal. Pour Catherine, à Lyon, il s'agit simplement d'une nécessité professionnelle, un endroit où dormir entre 2 rendez-vous clients plutôt que de multiplier les nuits d'hôtel coûteuses. Les 2 femmes trouvent l'explication parfaitement logique. Le système de Michel repose sur un découpage méthodique du temps. La première semaine du mois, il est à Lyon avec Catherine et Julien. La 2e et la 3e semaine, il alterne entre ses véritables déplacements professionnels et ses séjours à Marseille avec Sophie. La 4e semaine suit le même schéma, avec une légère variation selon les nécessités. Les appels téléphoniques sont planifiés avec précision. Jamais de téléphone à domicile chez Sophie, toujours des cabines publiques pour appeler Lyon depuis Marseille et inversement. Il invoque des problèmes de ligne, la difficulté de joindre les numéros à longue distance, argument recevable en cette époque où les télécommunications restent encore parfois capricieuses. La gestion financière révèle une sophistication étonnante. Michel maintient 3 comptes bancaires distincts, le compte principal à Lyon au Crédit Lyonnais de la rue de la République où arrive son salaire officiel. Un second compte à Marseille, à la Société Générale du Vieux-Port, alimenté par des primes de vente qu'il détourne partiellement, et un 3e compte dans une agence isolée qui servira plus tard pour la 3e famille. Chaque compte est associé à une adresse différente. Chaque relevé arrive dans une boîte postale spécifique que Michel contrôle. En 1982, Sophie donne naissance à leur première fille, Camille. 2 ans plus tard, en 1984, arrive leur second enfant, Lucas. À Lyon,
Julien a maintenant 9 ans et fréquente l'école primaire du quartier. Michel jongle entre deux familles, 2 sets de souvenirs, 2 calendriers d'anniversaire, 2 univers complets qu'il ne doit jamais confondre. Le moindre lapsus pourrait tout faire s'effondrer. Pour maintenir cette illusion, Michel développe des techniques mnémotechniques élaborées. Il tient un agenda codé, où les rendez-vous professionnels réels côtoient des annotations cryptiques. Un simple point bleu signifie Lyon, un point rouge Marseille. Les noms de ses enfants ne sont jamais écrits en toutes lettres, seulement des initiales. Dans sa voiture, une Peugeot 505 grise qu'il change tous les 3 ans, il conserve 2 sacs de voyage. L'un contient des vêtements et des affaires personnelles pour Lyon, l'autre pour Marseille. Jamais de mélange, jamais de photos de famille qui pourraient le trahir. Mais Michel Fontaine ne s'arrête pas là. En 1985, lors d'un déplacement professionnel à Nantes, il rencontre Élise Lambert dans un salon professionnel au parc des expositions de la Beaujoire. Élise, comptable de 25 ans dans une entreprise de construction navale, est une femme indépendante, rousse aux yeux verts, avec une personnalité plus réservée que Sophie, mais tout aussi confiante. Elle vit seule dans un studio du quartier Haute-Pavée, concentrée sur sa carrière, sans famille proche à Nantes, ses parents vivant dans la Sarthe. La relation se développe selon le même schéma éprouvé. Michel se présente comme un représentant commercial célibataire, souvent en déplacement. Les rencontres sont espacées 2 à 3 jours par mois, parfois moins. Pour Élise, qui valorise son indépendance, ce rythme semble même idéal. Elle peut maintenir sa vie professionnelle intense tout en ayant une relation affective satisfaisante. Michel loue un appartement dans le quartier d'Oulon, officiellement un autre pied-à-terre professionnel, qu'il déclare à Catherine et Sophie comme nécessaire vu l'expansion de son territoire commercial vers l'ouest de la France. Le 22 août 1987, Michel épouse Élise à la mairie de Nantes. Encore une fois, cérémonie modeste, peu d'invités. Encore une fois, l'explication familiale habituelle fonctionne parfaitement. 3 mois plus tard, Élise tombe enceinte. Leur fils, Maxime, naît en juin 1988. À ce stade, Michel Fontaine mène simultanément 3 vies conjugales complètes. Il est père de 4 enfants, Julien, 13 ans à Lyon, Camille, 6 ans, et Lucas, 4 ans à Marseille. Maxime, quelques mois à Nantes. Il possède 3 foyers, 3 sets complets de vêtements, 3 cercles sociaux distincts. Son organisation atteint un niveau de complexité presque inimaginable. Il doit se souvenir des goûts culinaires de chaque épouse, des habitudes de sommeil, des préférences intimes. Il doit connaître les emplois du temps scolaire de 4 enfants, dans 3 villes différentes, les dates de réunion parents-professeurs, les spectacles de fin d'année, les anniversaires. La mécanique fonctionne grâce à des règles strictes que Michel s'impose. Jamais de spontanéité, tout doit être planifié, jamais de photographie de groupe qui pourrait circuler. Les photos de famille existent, mais Michel les contrôle méticuleusement, veillant à ce qu'aucune ne quitte jamais le foyer concerné. Il prétend détester être photographié, une excentricité que ses épouses tolèrent avec amusement. Jamais de vacances prolongées, toujours des week-ends courts ou des séjours d'1 semaine maximum, justifiés par les contraintes professionnelles. Les fêtes de fin d'année représentent un défi logistique particulier. Noël 1989 illustre parfaitement cette gymnastique. Le 24 décembre au soir, Michel est à Lyon avec Catherine et Julien. Il célèbre le réveillon traditionnel, ouvre les cadeaux à minuit. Le 25 au matin, Michel invoque un client important, un contrat majeur qui nécessite sa présence à Marseille. Il arrive chez Sophie en fin d'après-midi, juste à temps pour le dîner de Noël et la distribution des cadeaux pour Camille et Lucas. Le 26 décembre, nouvelle urgence professionnelle, direction Nantes, où il passe le 27 avec Élise et le petit Maxime. Chaque femme reçoit l'explication avec compréhension, touchée même par les efforts que fait Michel pour être présent malgré ses obligations. Après la construction des 3 familles. Les années 90 marquent l'apogée de cette vie triple, mais aussi les premiers signes de tension dans la mécanique parfaitement huilée. En 1991,
Julien a 16 ans et commence à poser des questions plus pressantes sur les absences répétées de son père. Catherine, elle, a maintenant 39 ans et enseigne toujours au lycée du Parc. Son existence s'est stabilisée dans une routine qu'elle trouve satisfaisante, même si parfois, tard le soir, quand Michel est en déplacement, elle ressent une solitude qu'elle peine à définir. À Marseille, Sophie travaille toujours comme infirmière, passant désormais aux horaires de nuit pour mieux s'occuper de Camille et Lucas pendant la journée. Michel, quand il est présent, l'aide avec les devoirs, emmène les enfants au parc Borély les week-ends. Aux yeux de tous, ils forment une famille normale, avec ses joies et ses difficultés quotidiennes. Les voisins du quartier Saint-Barnabé connaissent Michel comme ce représentant commercial sympathique qui voyage beaucoup, mais qui, quand il rentre, se montre toujours aimable et serviable. À Nantes, Élise a repris son travail de comptable après la naissance de Maxime, confiant son fils à une crèche municipale proche de leur appartement. Michel y passe généralement une semaine par mois, parfois découpée en 2 séjours de 3 ou 4 jours. Il a développé une relation particulière avec cette 3e famille, peut-être parce qu'Élise, de par sa personnalité plus indépendante, lui pose moins de questions sur ses absences. Elle-même absorbée par sa carrière, elle apprécie ce qu'elle perçoit comme un équilibre sain entre vie de couple et autonomie personnelle. Mais en 1992, Catherine commence à remarquer des détails troublants. Des reçus d'essence trouvés dans les poches de Michel montrent des pleins effectués à Nantes ou à Marseille à des dates où il prétendait être dans d'autres régions. Des appels téléphoniques raccrochés précipitamment quand elle entre dans la pièce. Une facture de restaurant pour 2 personnes à Marseille, alors que Michel affirmait avoir dîné seul ce soir-là. Chaque élément pris isolément semble anodin, facilement explicable. Mais leur accumulation crée un malaise diffus. Catherine partage ses inquiétudes avec sa meilleure amie, Françoise, professeure de littérature au même lycée. Françoise la rassure. Beaucoup de couples traversent des phases de doute après presque 20 ans de mariage. Les représentants commerciaux ont des vies professionnelles compliquées, des dépenses qu'il est difficile de suivre. Catherine veut croire ces explications rationnelles. Elle n'est pas du genre à laisser son imagination s'emballer. Pourtant, pour la première fois depuis leur mariage, elle ressent une distance entre Michel et elle, un décalage qu'elle ne parvient pas à identifier précisément. À Marseille, Sophie vit une situation différente, mais tout aussi troublante. En février 1993, elle croise par hasard un collègue de Michel lors d'un salon professionnel au parc Chanot où elle accompagne une amie. L'homme, représentant pour une entreprise concurrente, la salue poliment mais semble surpris. Plus tard, il mentionne avoir vu Michel à Lyon la semaine précédente, lors d'une réunion professionnelle. Or, Michel avait dit à Sophie qu'il était à Bordeaux cette semaine-là. Un détail, une confusion possible entre les dates. Sophie ne relève pas sur le moment, mais le doute s'installe. Élise, à Nantes, commence elle aussi à percevoir des incohérences. Michel parle parfois de clients ou de situations qu'il a déjà mentionnées auparavant, mais avec des détails différents. Des noms de restaurants changent, des anecdotes se contredisent légèrement. Rien de flagrant, mais suffisant pour créer une impression de malaise. En tant que comptable, Élise a l'esprit analytique. Elle commence, presque malgré elle, à noter mentalement ces petites divergences. Le véritable catalyseur survient le 15 septembre 1993, en gare de Lyon-Part-Dieu. Catherine accompagne une collègue qui prend le TGV pour Paris. Sur le quai, elle aperçoit une femme avec 2 enfants qui attendent le train pour Marseille. Quelque chose dans le visage de la femme lui semble étrangement familier. Elle remarque que la petite fille, qui doit avoir environ 11 ans, porte un blouson identique à celui que Michel a rapporté de Marseille pour Julien quelques mois auparavant. Un modèle peu courant, avec un logo spécifique. Catherine se dit que c'est une coïncidence, mais l'image reste gravée dans son esprit. 3 semaines plus tard, le 8 octobre 1993, un événement similaire se produit à Marseille. Sophie attend le train à la gare Saint-Charles avec Camille et Lucas. Elle remarque une femme élégante,
la quarantaine, qui attend sur le quai d'en face. Cette femme porte un foulard Hermès que Sophie reconnaît immédiatement. C'est exactement le même que Michel lui a offert pour son anniversaire 2 ans auparavant, en affirmant l'avoir acheté dans une boutique spécialisée. Sophie se souvient qu'il avait insisté sur le caractère unique de ce motif, une édition limitée. Voir le même foulard au cou d'une autre femme la trouble profondément. Ces incidents créent une atmosphère de suspicion croissante. Catherine, de retour à Lyon, commence à poser des questions plus directes à Michel. Où était-il exactement tel jour? Avec quel client? Pourquoi ce reçu d'hôtel à Marseille alors qu'il prétendait dormir dans son appartement professionnel? Michel, habitué à gérer les interrogations occasionnelles, répond avec son aisance habituelle. Mais quelque chose a changé. Catherine n'est plus totalement convaincue. Elle continue d'enseigner, de s'occuper de Julien, maintenant lycéen, mais une partie de son esprit reste en alerte, analysant chaque détail, chaque incohérence. À Nantes, Élise adopte une approche différente. Sans rien dire à Michel, elle commence à vérifier discrètement certaines de ses affirmations. Elle appelle l'entreprise pour laquelle il travaille, sous prétexte de confirmer une information. La secrétaire lui donne des détails qui ne correspondent pas exactement à ce que Michel lui a raconté sur son emploi du temps. Rien d'alarmant, mais suffisant pour renforcer ses doutes. Événement catalyseur. Le jeudi 17 mars 1994 restera gravé dans la mémoire collective française comme le jour où l'une des impostures les plus extraordinaires du siècle s'est effondrée. Ce matin-là, Michel Fontaine quitte Nantes vers 8 heures, après avoir passé 3 jours avec Élise et Maxime. Il prévoit de rentrer à Lyon, où Catherine l'attend pour le week-end. Julien fête ses 19 ans le samedi, et Catherine a organisé un dîner en famille. Michel roule sur l'autoroute A11 en direction de Lyon. La météo est capricieuse, avec des averses intermittentes qui rendent la chaussée glissante. Aux alentours de 11h30, peu après Mâcon, alors qu'il roule sur la 6, un camion qui le précède freine brutalement. Michel tente d'éviter la collision, mais sa Peugeot 505 dérape sur l'asphalte mouillé. La voiture percute violemment la glissière de sécurité, fait 2 tonneaux complets avant de s'immobiliser sur le bas-côté, le toit enfoncé, le pare-brise éclaté. Les pompiers arrivent sur les lieux à 12h10. Michel est inconscient, coincé dans l'habitacle déformé. Il faut 20 minutes pour le désincarcérer. Les blessures sont graves. Traumatisme crânien sévère, plusieurs côtes cassées, fracture du fémur gauche, hémorragie interne. Le SAMU le stabilise sur place, avant de le transporter en urgence à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, le centre de traumatologie le plus proche et le mieux équipé de la région. À 13h15, Michel arrive aux urgences. Les médecins l'emmènent immédiatement au bloc opératoire. Le pronostic vital est engagé. Pendant ce temps, la police examine les débris de l'accident. Dans la voiture, il trouve le portefeuille de Michel, contenant sa carte d'identité avec l'adresse rue Garibaldi à Lyon. Il trouve également, dans la boîte à gants, un second portefeuille. Celui-ci contient une autre carte d'identité au nom de Michel Fontaine, mais avec une adresse différente à Marseille. Les policiers, intrigués, mettent les 2 documents de côté, pensant à une erreur administrative. À 13h30, ils contactent le numéro trouvé dans le premier portefeuille, celui correspondant à l'adresse lyonnaise. Catherine décroche. L'annonce la foudroie, un accident grave. Son mari entre la vie et la mort à l'hôpital Édouard Herriot. Elle appelle immédiatement sa mère qui vient chercher Julien au lycée. À 14h, Catherine arrive à l'hôpital, le visage défait, tremblante. Elle se présente à l'accueil des urgences comme l'épouse de Michel Fontaine. Pendant ce temps, à Marseille, Sophie termine sa garde de nuit à l'hôpital de la Conception. Elle rentre chez elle vers 14h30, épuisée. En arrivant dans l'appartement de Saint-Barnabé, elle trouve un message sur son répondeur. C'est une voix qu'elle ne connaît pas, un policier de la gendarmerie de Mâcon. Un accident sur l'autoroute. Michel Fontaine grièvement blessé. L'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Sophie ne comprend pas. Michel devait être à Bordeaux cette semaine, pas sur l'autoroute entre Nantes et Lyon.
Elle appelle sa mère, lui confie Camille et Lucas et part immédiatement pour Lyon. Le trajet en voiture lui semble interminable. À Nantes, Élise est à son bureau quand elle reçoit un appel vers 15 heures. Un gendarme lui explique qu'un certain Michel Fontaine a eu un grave accident. L'adresse de Nantes figurait dans un agenda trouvé dans la voiture. Est-ce qu'elle connaît cette personne? Élise sent son sang se glacer. Bien sûr qu'elle connaît Michel, c'est son mari. Elle quitte précipitamment son travail, demande à une voisine de récupérer Maxime à la crèche et prend le premier train pour Lyon. Elle arrive en gare de Pardieu vers 18 heures. À l'hôpital Édouard Herriot, Catherine attend dans la salle d'attente du service de réanimation. Les médecins viennent de l'informer que l'opération s'est bien passée, mais que Michel reste dans un état critique. Elle est seule, assise sur une chaise en plastique, les mains jointes, priant silencieusement. Julien est avec ses grands-parents, Catherine a préféré qu'ils ne viennent pas dans l'immédiat. Vers 17 heures, Sophie arrive à l'hôpital. Elle se précipite à l'accueil des urgences, hors d'haleine. Elle demande des nouvelles de Michel Fontaine, son mari, victime d'un accident de voiture. L'infirmière vérifie dans le système, confirme que le patient est en réanimation et lui indique le chemin. Sophie monte au 3e étage, suit les panneaux. Elle pousse la porte de la salle d'attente. Catherine lève les yeux. Elle voit entrer une femme d'environ 36 ans, visiblement bouleversée, les cheveux en désordre, les yeux rougis. L'infirmière qui accompagne Sophie dit à voix haute « Madame Fontaine, votre mari est stable pour le moment. Le médecin viendra vous voir dans quelques minutes. » Catherine se lève lentement. Elle regarde l'infirmière, puis Sophie. Elle articule d'une voix blanche. « Je suis Madame Fontaine. Je suis l'épouse de Michel Fontaine. » Sophie la fixe incrédule. Elle secoue la tête. « Non, c'est impossible. Je suis Sophie Fontaine. Michel est mon mari. Nous sommes mariés depuis 14 ans. J'ai 2 enfants de lui. » Le silence qui suit est assourdissant. Catherine sent ses jambes se dérober. Elle se rassoit, incapable de parler. Sophie reste debout, pétrifiée, essayant de comprendre ce qui se passe. L'infirmière, elle aussi déconcertée, appelle sa supérieure. Pendant les minutes qui suivent, une confusion totale règne. Les 2 femmes se regardent, chacune cherchant à démontrer sa légitimité. Catherine sort sa carte d'identité, son livret de famille. Sophie fait de même. Les documents sont authentiques. Les 2 mariages sont légaux, enregistrés en mairie. Mais c'est impossible. Un homme ne peut pas être marié 2 fois simultanément en France. À 18h15, Élise arrive à son tour à l'hôpital. Elle monte directement au service de réanimation, guidée par les indications qu'on lui a données. Elle entre dans la salle d'attente et découvre Catherine et Sophie, entourées d'infirmières et d'un médecin qui essaie de démêler la situation. Élise demande, d'une voix tremblante, « Je cherche Michel Fontaine. Il a eu un accident. C'est mon mari. » Catherine et Sophie se retournent simultanément. Leurs visages expriment un mélange d'incompréhension et d'horreur. Élise sort à son tour ses papiers. Carte d'identité au nom d'Élise Fontaine, livret de famille, mariage célébré à Nantes le 22 août 1987. Un fils, Maxime, né en juin 1988. Le médecin présent appelle immédiatement la direction de l'hôpital et la police. La situation dépasse complètement le cadre médical habituel. 3 femmes, 3 mariages officiels, un seul homme actuellement entre la vie et la mort dans une chambre de réanimation. Augmentation de la tension. Les heures qui suivent cette révélation sont marquées par un chaos émotionnel d'une intensité rare. Dans la salle d'attente transformée temporairement en zone d'interrogatoire informel, Catherine, Sophie et Élise sont assises à distance les unes des autres, chacune essayant d'assimiler une réalité qui défie l'entendement. 2 policiers de la brigade de recherche de Lyon arrivent vers 19 heures. Ils commencent à recueillir les témoignages, à examiner les documents, à reconstituer cette histoire qui leur semble tout droit sortie d'un roman. Catherine parle la première, d'une voix mécanique, presque détachée. Elle raconte son mariage en 1973, la naissance de Julien en 1975, les 21 années de vie commune.
Elle décrit les absences répétées de Michel, justifiées par son travail, les week-ends en famille, les vacances limitées, mais toujours présentées comme des contraintes professionnelles inévitables. Elle mentionne l'appartement que Michel louait à Marseille, qu'elle croyait être un simple pied-à-terre professionnel. Sa voix se brise quand elle évoque les doutes récents, ces petits détails qui ne collaient pas, qu'elle avait choisi d'ignorer. Sophie, encore sous le choc, confirme une histoire parallèle presque identique. Mariage en 1980. 2 enfants, Camille et Lucas, l'appartement de Saint-Barnabé qu'elle pensait être leur domicile conjugal. Les absences de Michel, toujours justifiées par le travail. Elle aussi avait remarqué des incohérences ces derniers mois. Elle aussi avait préféré ne pas creuser, faire confiance. Sa voix tremble quand elle réalise que pendant 14 ans, pendant qu'elle élevait ses enfants en pensant être l'unique épouse, Michel rentrait régulièrement dans un autre foyer, auprès d'une autre femme, d'un autre enfant. Élise, la plus jeune, la dernière arrivée dans cette tragédie, reste silencieuse un long moment. Quand elle parle enfin, c'est pour décrire sa rencontre avec Michel en 1985, leur mariage en 1987, la naissance de Maxime. 7 ans de vie commune, 7 ans pendant lesquels Michel jonglait déjà entre 2 autres familles. Elle comprend soudainement pourquoi Michel semblait toujours si fatigué, pourquoi il refusait systématiquement les vacances prolongées, pourquoi il n'avait jamais voulu qu'elle rencontre ses collègues ou qu'elle vienne le voir à son bureau à Lyon. Les policiers prennent des notes méthodiquement, ils contactent les mairies concernées pour vérifier les informations. Les 3 mariages sont authentiques, légalement enregistrés. Michel Fontaine a commis un délit de bigamie, multiplié par 2. Mais au-delà de l'aspect légal, c'est l'ampleur de la tromperie qui stupéfie tout le monde. 21 ans pour Catherine, 14 ans pour Sophie, 7 ans pour Élise. Comment un homme seul a-t-il pu maintenir 3 vies parallèles pendant si longtemps sans être découvert? Pendant que les policiers continuent leurs investigations, un assistant social de l'hôpital tente de gérer la situation humaine immédiate. Les 3 femmes ne peuvent pas rester dans la même salle d'attente. C'est psychologiquement insoutenable. On leur attribue des espaces séparés. Catherine reste dans la salle d'attente principale, Sophie est installée dans une petite pièce attenante, Élise dans le bureau d'un médecin temporairement inoccupé. Chacune attend des nouvelles de l'état de santé de Michel, cet homme qu'elle croyait connaître et qui vient de se révéler être un étranger complet. Vers 22 heures, le chirurgien qui a opéré Michel sort de la réanimation. Il informe les 3 femmes, séparément, que l'état du patient reste critique mais stable. Le traumatisme crânien est sévère. Michel est plongé dans un coma artificiel pour permettre au cerveau de récupérer. Il est impossible de dire quand il reprendra conscience, ni dans quel état il se réveillera. Pour l'instant, il faut attendre. Cette nuit du 17 au 18 mars 1994 est interminable pour les 3 femmes. Aucune ne quitte l'hôpital. Catherine appelle ses parents, leur demande de garder Julien. Elle ne peut pas lui expliquer la situation maintenant, pas par téléphone. Sophie contacte sa mère à Marseille, invente une excuse pour prolonger la garde des enfants. Élise téléphone à sa voisine de Nantes, la supplie de garder Maxime encore quelques jours. Le lendemain matin, les policiers reviennent avec des éléments nouveaux. Ils ont fouillé la voiture accidentée plus minutieusement. Dans le coffre, sous la roue de secours, ils ont trouvé une mallette contenant des documents extraordinaires. 3 agendas séparés, un pour chaque famille. Des reçus soigneusement classés par ville, des photographies séparées en 3 enveloppes distinctes, des cartes de crédit associées à différents comptes bancaires, un système de gestion d'une complexité stupéfiante. L'un des policiers, un lieutenant de 40 ans d'expérience, confie à un collègue « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une organisation pareille. » Ce type menait 3 vies complètes. Il ne s'agit pas d'un simple adultère ou d'une liaison cachée. Il avait reconstruit 3 existences entières, avec une logistique digne d'une opération militaire. Les enquêteurs commencent à reconstituer l'emploi du temps de Michel. Ils contactent son employeur, l'entreprise de textiles industriels, où il travaille officiellement depuis plus de 20 ans.
Le directeur commercial, abasourdi, confirme que Michel était effectivement représentant, couvrant un vaste territoire dans le sud de la France. Ses résultats étaient corrects, sans être exceptionnels. Jamais de plainte, jamais de problème particulier. Un employé fiable, ponctuel dans ses rapports de visite. Personne n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit d'anormal. Les policiers découvrent que Michel utilisait ses véritables déplacements professionnels comme couverture pour ses vies parallèles. Quand il visitait réellement des clients à Marseille, il prolongeait son séjour de 2 jours pour être avec Sophie et les enfants. Quand il avait des rendez-vous à Nantes, il ajoutait 3 jours pour Élise et Maxime. Et entre deux, il rentrait à Lyon auprès de Catherine et Julien. Les week-ends étaient soigneusement répartis. Les vacances, fragmentées en plusieurs courts séjours qui ne suscitaient pas de questions. Le samedi 19 mars, 2 jours après l'accident, l'affaire commence à filtrer dans la presse locale. Un journaliste du Progrès, le quotidien lyonnais, a eu vent de cette histoire extraordinaire par un contact à l'hôpital. L'article paraît en page 3. Un représentant commercial lyonnais, découvert avec 3 familles, après un accident de voiture. Les détails sont encore flous, mais l'information se répand rapidement. Catherine, Sophie et Élise se retrouvent brutalement exposées. Des journalistes commencent à faire le pied de grue devant l'hôpital. Les 3 femmes refusent tout commentaire, mais la pression médiatique s'intensifie. Cette histoire a tout pour captiver l'opinion publique. Le mystère, la durée extraordinaire de la tromperie, le nombre de personnes impliquées, l'aspect presque incroyable de la situation. Le dimanche 20 mars, Michel reprend partiellement conscience. Les médecins réduisent progressivement la sédation. Ses yeux s'ouvrent, il reconnaît l'environnement hospitalier, mais il reste très faible, incapable de parler en raison de la sonde d'intubation. Les infirmières l'informent qu'il a eu un grave accident, qu'il est à Lyon, qu'il va s'en sortir. Elle ne mentionne pas encore la présence des 3 femmes, ni la révélation de sa double, ou plutôt triple vie. Climax. Le lundi 21 mars 1994, Michel Fontaine est suffisamment rétabli pour être extubé. Il peut désormais respirer par lui-même et parler bien que difficilement. Les médecins estiment qu'il est temps de l'informer de la situation. C'est le docteur Laurent Mercier, chef du service de réanimation, qui se charge de cette tâche délicate. Il entre dans la chambre vers 10 heures du matin, referme la porte, s'assoit près du lit. « Michel, commence-t-il doucement, vous avez eu un accident de voiture très grave jeudi dernier. Vous vous en souvenez ?» Michel hoche légèrement la tête. Des images confuses lui reviennent. La pluie sur l'autoroute, le camion qui freine, le dérapage, puis plus rien. « Vous êtes à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, » continue le médecin. « Vos blessures étaient sérieuses, mais vous allez vous rétablir. Cependant, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose qui concerne votre famille. » Michel ferme les yeux. Dans son esprit embrumé par les médicaments et le traumatisme, une terreur sourde commence à monter. Il sait, sans que le médecin ait besoin de continuer, il sait que son système s'est effondré. « 3 femmes sont venues à l'hôpital après votre accident, » dit le docteur Mercier, chacune affirmant être votre épouse, Catherine Fontaine de Lyon, Sophie Fontaine de Marseille, Élise Fontaine de Nantes. Les 3 mariages ont été vérifiés par la police. Ils sont tous légalement valides. Michel ouvre les yeux. Des larmes coulent silencieusement sur ses joues. Il ne dit rien. Que pourrait-il dire? Pendant 21 ans, il a construit et maintenu une architecture de mensonges si vaste, si complexe, qu'elle lui semblait presque réelle. Maintenant, en quelques secondes, tout s'est écroulé. Les policiers veulent vous interroger dès que vous serez en état, poursuit le médecin. Mais avant cela, je dois vous demander, souhaitez-vous voir l'une de ces 3 femmes? Elles sont toutes encore à l'hôpital. Elles attendent des explications. Michel secoue la tête faiblement. Non, pas maintenant. Peut-être jamais. Comment pourrait-il les regarder en face? Comment expliquer l'inexplicable? Dans les jours qui suivent, alors que Michel récupère lentement de ses blessures physiques, les enquêteurs reconstituent méticuleusement les détails de sa vie triple. Ils interrogent ses collègues de travail, ses voisins dans les 3 villes,
les commerçants des quartiers où ils vivaient. Le portrait qui émerge est celui d'un homme ordinaire en apparence, sympathique, travailleur, sans histoire particulière. Personne n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit. Les investigations révèlent l'ampleur de la gestion financière. Michel gagnait un salaire correct mais pas exceptionnel, environ 15 000 francs par mois en 1994. Sur cette somme, il devait financer 3 foyers, 3 loyers, 3 sets de dépenses quotidiennes. Les enquêteurs découvrent qu'il détournait une partie de ses notes de frais professionnels, gonflait légèrement certaines dépenses, utilisait ses primes de vente de manière créative. Mais même avec ces arrangements, le budget était constamment tendu. Michel vivait en permanence au bord de la rupture financière, jonglant entre les comptes, retardant certains paiements pour en honorer d'autres. Les psychologues consultés par la police tentent de comprendre la motivation derrière une telle imposture. Le docteur Anne Dufour, psychiatre spécialisé dans les troubles de la personnalité, propose une analyse lors d'une consultation avec les enquêteurs. Michel Fontaine ne correspond pas au profil typique du séducteur narcissique ou du manipulateur pathologique. Il ne cherchait pas à accumuler les conquêtes ou à exercer un pouvoir sur les femmes. Au contraire, il semble avoir véritablement investi émotionnellement dans chacune de ces 3 familles. Les témoignages concordent. Il était un mari attentif, un père présent quand il était là. Il participait aux tâches domestiques, s'intéressait à l'éducation de ses enfants, manifestait de l'affection. Ce qui rend ce cas extraordinaire, c'est qu'il a réussi à maintenir 3 relations authentiques simultanément, plutôt qu'une relation principale et des liaisons secondaires. Mais pourquoi ? Demande l'enquêteur principal. Quel besoin psychologique peut pousser quelqu'un à construire une telle vie ? La psychiatre réfléchit un moment avant de répondre. Plusieurs facteurs peuvent se combiner. Une incapacité à choisir, à renoncer à des possibilités différentes, un besoin de validation multiple, peut-être aussi une forme de fuite en avant. Après le premier mensonge, chaque nouveau mensonge devient plus facile, jusqu'à ce que la structure entière devienne une seconde nature. À un certain point, Michel ne savait probablement plus comment arrêter sans tout détruire. Alors il a continué, jour après jour, année après année. Le jeudi 24 mars, une semaine après l'accident, les 3 femmes acceptent enfin de se rencontrer officiellement dans une salle mise à disposition par l'hôpital. La rencontre est supervisée par un psychologue et un assistant social. L'atmosphère est tendue, chargée de douleur et de colère. Catherine prend la parole la première. Elle est la plus âgée, celle qui a partagé la vie de Michel le plus longtemps. Sa voix est calme, mais on y perçoit une tristesse infinie. J'essaie de comprendre comment c'est possible. 21 ans. Notre fils a 19 ans. Michel a raté une partie de son enfance à cause de ses absences, et maintenant je découvre qu'il était avec vous, avec vos enfants. Je me demande si un seul moment de notre vie ensemble était authentique. Sophie réagit avec plus de véhémence. Mes enfants me demandent où est leur père. Qu'est-ce que je dois leur dire? Que papa a 2 autres familles. Que leur vie entière est construite sur un mensonge. Camille a 12 ans, Lucas 10. À cet âge-là, ils ont besoin de stabilité, de repères. Michel leur a enlevé ça. Élise, plus jeune, semble encore en état de choc. Je n'arrive même pas à être en colère. C'est tellement surréaliste. 7 ans. Maxime n'a que 6 ans. Il ne comprendra jamais. Comment je vais lui expliquer que son père, que nous n'étions qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus grand? La conversation se poursuit pendant 2 heures. Les 3 femmes partagent leurs souvenirs, comparent leurs expériences. Elles découvrent les similitudes troublantes, les cadeaux identiques offerts à des moments différents, les anecdotes racontées plusieurs fois, avec des variations, les excuses professionnelles qui servaient à justifier les absences, les promesses de voyage qui n'arrivaient jamais. Chacune pensait que sa situation était unique, que les contraintes de Michel étaient spécifiques à leur couple. Maintenant, elle réalise qu'elle vivait des scripts parallèles, presque identiques. À la fin de la rencontre, un constat émerge. Malgré la trahison, malgré la douleur, aucune des 3 femmes ne ressent de haine envers les autres. Elles sont toutes victimes de la même imposture.
Catherine, Sophie et Élise ne deviendront probablement jamais amies, mais elles partagent une compréhension mutuelle née de cette expérience commune extraordinaire. Résolution. Michel Fontaine sort de l'hôpital le 15 avril 1994, après presque un mois d'hospitalisation. Ses blessures physiques sont en voie de guérison, mais il devra suivre des mois de rééducation. Sur le plan légal, il fait face à de multiples chefs d'accusation, bigamie répétée, fraude administrative, détournement potentiel de fonds dans le cadre de ses notes de frais professionnels. Le procès a lieu en novembre 1995 au tribunal de grande instance de Lyon. L'affaire attire une attention médiatique considérable. La salle d'audience est bondée de journalistes et de curieux. Les trois épouses sont présentes, assises dans des rangées séparées. Catherine est accompagnée de Julien, maintenant âgé de 20 ans, qui a pris un congé de ses études universitaires pour soutenir sa mère. Sophie est venue seule, ayant laissé Camille et Lucas à Marseille avec sa mère. Élise est là aussi, pâle et silencieuse. Michel Fontaine, 45 ans, cheveux désormais grisonnants, se tient debout face au juge. Son avocat a plaidé les circonstances atténuantes. Absence de violence, affection réelle pour ces trois familles, soutien financier constant malgré les difficultés. Mais le procureur est inflexible. Cette affaire ne concerne pas seulement la bigamie, elle touche à la notion même de confiance, de vérité dans les relations humaines. 4 enfants ont grandi avec un père absent physiquement et menteur fondamentalement. Dans sa plaidoirie finale, le procureur déclare « Michel Fontaine n'est pas un criminel violent. Il n'a frappé personne, il n'a volé personne au sens traditionnel. Mais il a volé quelque chose de bien plus précieux, 21 ans de vérité à Catherine Fontaine, 14 ans à Sophie Fontaine, 7 ans à Élise Fontaine. Il a volé à ses 4 enfants le droit d'avoir un père présent et honnête. Il a construit sa vie sur un mensonge quotidien, renouvelé des milliers de fois. C'est une forme de violence psychologique d'une rare cruauté, précisément parce qu'elle était accompagnée de manifestations d'affection apparemment sincères. Quand le juge lui donne la parole, Michel se lève lentement. Sa voix est à peine audible. « Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'ai commencé par un mensonge, puis un autre, et à un moment, je ne savais plus comment arrêter. Chaque fois que je rentrais dans l'un de mes foyers, je me disais que c'était la dernière fois, que j'allais tout révéler. Mais je voyais mes enfants, je voyais ces femmes qui m'aimaient, qui me faisaient confiance, et je n'arrivais pas à briser leur vie. Alors je continuais. Je me disais qu'un jour de plus ne changerait rien, et les jours sont devenus des semaines, des mois, des années. Je ne demande pas le pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je veux juste que mes enfants sachent que même si tout était construit sur un mensonge, mon affection pour eux était réelle. Le verdict tombe le 23 novembre 1995. Michel Fontaine est condamné à 3 ans de prison avec sursis, à une amende de 50 000 francs et à l'obligation de verser des dommages et intérêts à ses 3 épouses. Les mariages avec Sophie et Élise sont annulés, seul le premier mariage avec Catherine étant reconnu comme légalement valide. Michel perd également son emploi, l'entreprise ayant rompu son contrat en raison des détournements de notes de frais. Dans les mois qui suivent le jugement, les 3 femmes tentent de reconstruire leur vie. Catherine divorce officiellement de Michel en mars 1996. Elle continue d'enseigner au lycée du Parc, trouve un certain réconfort dans la routine de son travail. Julien, après une période difficile, reprend ses études et parvient à établir une relation distante mais civile avec son père. Sophie, dont le mariage a été annulé, se bat pour obtenir une pension alimentaire pour Camille et Lucas. Michel, sans emploi stable, peine à respecter ses obligations financières. Sophie reprend du service à plein temps à l'hôpital de la Conception, s'appuie sur sa famille pour l'aider avec les enfants. Elle ne se remariera jamais, consacrant son énergie à ses enfants et à sa carrière. Élise, la plus jeune, est peut-être celle qui souffre le plus. Son mariage annulé, elle se retrouve mère célibataire à 36 ans, avec un fils de 7 ans et une histoire qui la poursuivra.
Elle quitte Nantes en 1996, s'installe dans une petite ville de la Sarthe, près de ses parents. Elle change de nom, reprenant son nom de jeune fille, Lambert, pour échapper à l'association avec cette affaire. Maxime grandira en connaissant très peu son père. Michel Fontaine, lui, sombre dans une dépression profonde. Après sa condamnation, il enchaîne les petits boulots, vit dans un studio modeste à Villeurbanne. Il tente à plusieurs reprises de renouer le contact avec ses enfants, avec des succès mitigés. Julien n'accepte de le voir occasionnellement, plus par sens du devoir que par affection réelle. Camille et Lucas refusent tout contact pendant des années. Maxime, trop jeune, ne se souvient presque pas de lui. L'affaire Fontaine, comme elle devient connue dans les médias, suscite un débat national sur la bigamie, la confiance conjugale et les limites de la vie privée. Des psychologues, des sociologues, des juristes s'emparent du cas. Certains y voient une critique de la famille nucléaire traditionnelle, d'autres une illustration des pathologies de la société moderne. Des livres sont écrits, des documentaires produits. Michel Fontaine devient malgré lui une figure publique, symbole d'une tromperie extraordinaire. En 1998, 4 ans après la révélation, un journaliste d'investigation parvient à obtenir une longue interview de Michel. Dans cet entretien, publié dans un grand hebdomadaire national, Michel tente d'expliquer son parcours. Au début, ce n'était pas prémédité. J'aimais Catherine, mais je me sentais étouffé par la routine, par la prévisibilité. Quand j'ai rencontré Sophie, j'ai vu une possibilité différente, une autre vie parallèle. Je me disais que je pourrais avoir les deux. Et puis, quand cette relation est devenue sérieuse, je me suis retrouvé piégé par mes propres mensonges. Alors j'ai créé des compartiments. Lyon était un compartiment, Marseille en était un autre. Et quand j'ai rencontré Élise, j'ai créé un 3e compartiment. Dans chaque compartiment, j'étais une version différente de moi-même, mais chaque version était réelle à sa façon. Le problème, c'est qu'un être humain ne peut pas vivre indéfiniment dans des compartiments séparés. Tôt ou tard, les cloisons se fissurent. Pour moi, cette fissure est arrivée sous la forme d'un accident de voiture sur une autoroute mouillée. Le journaliste lui demande s'il regrette. Michel réfléchit longuement avant de répondre. Regretter implique qu'on aurait fait différemment si on pouvait revenir en arrière. Je ne sais pas. Si je pouvais effacer la douleur que j'ai causée, bien sûr que je le ferais. Mais effacer ces 20 années signifierait effacer mes enfants, effacer des moments de bonheur réels que j'ai vécus dans chacun de mes foyers. Alors non, je ne peux pas dire que je regrette tout. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le courage d'être honnête. Le courage de choisir ou le courage d'assumer ouvertement ce que je voulais vraiment, quelle que soit la forme que cela aurait pris. En 2003, 9 ans après la révélation, Catherine publie un livre intitulé « Vivre avec un étranger ». Elle y raconte son expérience, non pas comme une victime passive, mais comme une femme qui s'interroge sur les signes qu'elle a choisi d'ignorer, sur sa propre part de responsabilité dans le maintien d'une illusion confortable. Le livre connaît un succès important, touchant de nombreuses personnes qui se reconnaissent dans cette réflexion sur la vérité et le mensonge dans les relations intimes. Sophie, elle, ne parlera jamais publiquement de l'affaire. Elle se concentre sur l'éducation de ses enfants, qui grandissent et finissent par construire leur propre vie. Camille deviendra infirmière comme sa mère. Lucas choisira une carrière dans l'informatique. Aucun des deux ne se mariera, une décision consciente liée à leur histoire familiale. Élise reste la plus discrète des 3 femmes. Elle ne répond jamais aux sollicitations des médias, refuse toutes les interviews. Maxime grandit en sachant très peu de choses sur son père. Ce n'est qu'à l'âge de 20 ans, en 2008, qu'il décide de rechercher Michel et d'établir un contact. Leur relation restera distante mais cordiale. Michel Fontaine meurt en 2015, à l'âge de 65 ans, d'un cancer du poumon. Ses 4 enfants assistent à son enterrement, mais aucune des 3 femmes n'est présente. Dans son testament, il laisse des lettres séparées pour chacune d'elles, des tentatives tardives d'explication qui n'apportent probablement aucune paix véritable.
L'affaire Fontaine reste, plus de 20 ans après sa révélation, l'un des cas de bigamie les plus extraordinaires de l'histoire française moderne. Non pas par la violence ou le drame qu'elle a généré, mais par la durée extraordinaire de la tromperie, par la complexité de l'organisation et par les questions philosophiques qu'elle continue de soulever sur la nature de la vérité, de l'identité et de l'amour. CTA final. Ce cas nous montre comment les mensonges, même construits avec soin et maintenus pendant des décennies, finissent inévitablement par s'effondrer sous leur propre poids. L'histoire de Michel Fontaine pose des questions troublantes. Peut-on aimer sincèrement plusieurs personnes simultanément? Un mensonge répété quotidiennement pendant 20 ans peut-il coexister avec des sentiments authentiques? 3 femmes et 4 enfants ont payé le prix d'une imposture extraordinaire, mais qu'ont-ils vraiment perdu? Une vérité qu'ils n'ont jamais eue, ou une illusion qui leur offrait un certain bonheur, aussi fragile soit-il? Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les signes avant-coureurs tout au long de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui apprécierait ce genre de cas complexe.